Jean-Paul est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Gagnon, vous allez bien? Très, très bien. Le Nasdaq à 5000, qui l'a cru, hein? Et, bon, espérons que ça soit... qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé la dernière fois. Parce que quand il avait atteint 5000 en 2000, ça avait été, malheureusement, le champ du cygne. Je me souviens à l'époque, certains commentateurs anglophones du côté américain disaient see you at 10,000, on se revoit à 10 000, mais malheureusement, ça avait arrêté là. Bon, le contexte est différent. Mais ils avaient raison de dire le Nasdaq, ça fait un peu sournoisement, hein, parce que ça a pris du temps à décoller. Oui. Par rapport au dollar, là, la reprise du dollar a été figurante. Mais tout d'un coup, là, dans la dernière année, le Nasdaq a fait du rattrapage et on arrive au sommet de 2000. Alors, félicitations pour le Nasdaq. C'est presque 15 ans, jour pour jour, parce que c'est arrivé le 10 mars 2000, 5048. Ouais. Alors, on était à une semaine près là, du 5000 points. Là. Vous avez raison. Mais après ça, là, ça a été l'enfer en bébête. Oh, jusqu'à 1100. Une descente jusqu'à 1100. 1114,11. Ça, c'est en 2002, 2 ans voilà, après. Là. Octobre 2002. Ouais. Alors, on va revenir en temps réel, en temps d'aujourd'hui. Alors, on va couvrir nos données économiques américaines et les marchés. C'est toujours important là, de comprendre qu'on couvre ça pour voir l'angle, évidemment, l'impact que ça peut avoir sur les marchés. Puis, on va parler de Netflix. Netflix, comme ils disent en anglais, ride again, hein, fait encore la manchette. On va voir ensemble, là. Où est-ce qu'on en est avec Netflix? Est-ce qu'on devrait Lui, il faut avoir ça, le cœur solide dans le bébé pour acheter ça. C'est l'énigmatique Netflix, hein, ça en est à ce point-là. Alors, commençons par les données économiques de la semaine dernière. On a eu les ventes de maisons existantes. Évidemment, vous me corrigez si les données en temps réel sont plus exactes de votre côté. On a eu une baisse, donc évidemment, c'était pas une bonne nouvelle en soi. On voit ici, si on regarde notre graphique, les ventes et les taux d'intérêt. Là, on dirait que les deux se suivent, ce qui est normalement... Durant un bout de temps, là, c'était le contraire. Hein? On baissait ses taux d'intérêt puis on augmentait ses ventes. Mais là, les ventes, il y a un déclin. Là, depuis déjà les 3-4 derniers mois, là, il y a un déclin. Il faudra voir si c'est temporaire ou si c'est là pour y rester. D'après moi, ça devrait être temporaire. Le marché américain de l'immobilier a tellement été battu là, dans les années 2008 qu'il y aura encore de la place pour des hausses. Donc, sur les marchés, la journée en question, le lundi, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un petit peu de mouvement en dents de scie. Et finalement, Wall Street dit, bon, regarde, c'est pas grave, ça, que les ventes de maisons neuves soient moins bonnes que prévu. On fait monter le marché, puis on a monté ça jusqu'à la fin de la journée. Ce qui était intéressant quand même, là, c'est les prix. Les prix continuent d'augmenter, même si ça a baissé. Là, il y a quand tu as un raffermissement des prix, tu te fais dire, bon, ben enfin, il y a comme une valeur qui est en train de s'ajouter. Les gens, parfois, nous écrivent et nous disent, pourquoi vous parlez de tant de données économiques durant la semaine? Ça en était une extrêmement importante, ça, de voir. Il faut les décortiquer. Oui, il y a une baisse dans les ventes de maisons existantes, mais les prix ont augmenté. Ça, on ne peut pas avoir des aubaines partout. Là. Non. Mais c'est très important ce que vous dites là, parce que c'est ça. C'est un signe de reprise économique, ça, habituellement. Une compensation. Ça baisse, mais l'augmentation est bien compensée pour la baisse. Puis des fois, même l'augmentation peut un petit peu expliquer une certaine baisse aussi. Oui. Il y a eu confiance du consommateur. C'est rouge, hein? En fait, ça a l'air orange. Pour moi, j'ai quelqu'un de Colin Blind qui a préparé les PowerPoint. Alors, c'est rouge parce que c'était moins élevé que prévu. Il faut dire qu'on avait atteint des sommets et des records dernièrement. Alors, je pense qu'une retrace à ce niveau-là est probablement logique. On le voit ici, si on jumelle ça aux ventes au détail, de toute façon, on le disait, hein, il y avait une divergence. Regardez, les bâtonnets gris, c'est les ventes au détail. Ça n'arrêtait pas de chuter depuis le mois d'août. C'est pas d'hier, non? Et pendant ce temps-là, la confiance du consommateur montait, ce qui était un petit peu plutôt paradoxal. Mais là, tout d'un coup, là, la confiance du consommateur rattrape les ventes au détail à la baisse. Et d'ailleurs, ça fait partie un peu, parce que là, on se dit, là, il y a tellement d'emplois qui ont été créés, peut-être qu'il y en aura moins de disponibles. En tout cas, il y aura moins d'emplois de disponibles et le revenu disponible non plus ne sera peut-être pas à la hauteur. C'est ça qui a fait chuter l'indice de confiance. Et ce matin, d'ailleurs, c'était ce qu'on appelle le PIO, les revenus et les dépenses des consommateurs. Et on s'est aperçu que
un petit peu de recul dans les gains et dans les dépenses aussi. On est à moins 2. Effectivement. Moins 0,2. Ça va un peu avec ce que vous dites depuis longtemps, puis ça, c'est pas nécessairement bon pour l'économie. Donc, ça va finir par paraître dans les marchés. Confiance du consommateur, encore une fois, hein, quand Wall Street a décidé que des mauvaises nouvelles sont des bonnes, il n'y a rien de les arrêter. Alors, ça a monté toute la journée. Évidemment, eux autres, ils se disent toujours, il faut penser à nos gars de Wall Street, là, la façon tordue qu'ils pensent, eux autres, c'est toujours la Fed. Hein? Est-ce que les nouvelles qui sortent sont de nature à faire en sorte que Janet va être plus patiente, hein, parce que c'est ça qui est le mot à la mode, là. Et ça, bien, des mauvaises nouvelles comme ça, en théorie, c'est des choses qui devraient faire patienter la Fed. Vente de maisons neuves, par contre, là, on a eu des bonnes nouvelles. C'était à la hausse, donc on s'est repris sur les ventes de maisons neuves. On voit ici, si on regarde les taux d'intérêt qui sont à la baisse, ventes de maisons neuves qui sont à la hausse. Ça stagne un peu depuis quelques mois, mais c'est quand même haussier. Donc, bon, là, il y a eu une convergence. C'était, en théorie, une bonne nouvelle, puis les marchés ont bien réagi, façon de parler, jusqu'à 2 heures. À 2 heures, pour une raison quelconque, ça a renversé et ça a chuté assez drastiquement, puis on a fini par fermer la journée au même niveau qu'on l'avait ouverte ou à peu près. Et mardi, c'est rare qu'on couvre ça, mais je pense que ça valait la peine cette fois-ci parce que ça a été très suivi, ça a eu des impacts sur le marché. Mardi et mercredi, c'était le fameux témoignage Janet, témoignage semi-annuel devant le comité bancaire américain. Et on voit Janet qui a parlé de bonne humeur. Je lui regardais. Une leçon de patience. Oui, bien c'est ça. Hein? Elle a montré comment on pouvait utiliser le mot être patient dans un communiqué puis être capable de le retirer sans nécessairement dire qu'on va augmenter les taux d'intérêt. Effectivement, puis elle a haussé le ton à quelques reprises d'ailleurs, c'est ça. La Fed devra perdre patience, c'est pratiquement, avant d'augmenter les taux. On va faire que ça passe par une perte de patience avant de commencer d'augmenter. C'est subtil, le langage. Hein? On va commencer par arrêter de dire qu'on est patient, mais là, on n'augmentera pas tout de suite. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bon, on verra. On verra, évidemment. On peut redevenir impatient aussi. Janet et Taylor. Bon, Taylor a fait son apparition, des remarques qui pourraient laisser croire que la Fed pourrait augmenter les taux plus tôt que prévu, mais pas avant les 2 prochains meetings. Et graduellement. Elle a dit que ça ne se fera pas avant les 2 prochains meetings. Alors, je ne sais pas s'ils vont se passer les dates, mais ça ne se fera pas avant les 2 prochains. La Fed ne veut pas s'enchaîner à des règles trop mécaniques pour ajuster les taux, dont la fameuse règle Taylor Rules, que vous connaissez sûrement, là, pour le bénéfice des auditeurs. Et le mien, je ne la connaissais pas, la règle. J'ai découvert ça en même temps que j'ai fait la recherche pour l'émission. C'est une règle introduite en 1993 par l'économiste de Stanford, John Taylor, sa photo ici, pour fixer et ajuster les taux pour stabiliser l'économie à court terme, puis maintenir la croissance à long terme, basée sur 3 facteurs que vous reprenez souvent d'ailleurs ici. Là. Le niveau de l'inflation, je pense que vous l'avez copié. Le niveau de l'inflation réel par rapport à la cible, hein, parce qu'on dit toujours, là, le réel par rapport à la cible, l'emploi réel versus le plein emploi, puis taux à court terme compatible avec le plein emploi. La règle suggère d'augmenter les taux en période de forte inflation, ce qu'ils ont de la misère à avoir en ce moment, ou de plein emploi, encore là, de la misère à ce niveau-là, puis les diminuer en situation opposée. Ligne de conduite actuelle de la Fed, même si elle n'y souscrit pas explicitement. C'est un peu ça que la Fed fait en ce moment-là. Parce qu'en théorie, il n'a pas de cible, mais ils en ont une cible. Bon, c'est ça. À un moment donné, il y en avait une, il avait dit, arrêtez de changer avec ça, on l'enlève la cible. Donc, fait que ça vous fatigue, on va l'enlever. Mais on sait que c'est 2 théoriquement leur cible, puis là, pour le moment, ça va pas bien. Donc, ils font ce que le rapport, le Taylor Rules suggère, mais ils disent pas, évidemment, qu'ils calquent là-dessus. Bon, la couleur ici, je vous ai laissé ça, les indices des prêts à consommation. On a eu... plus foncé, moi. Oui, bien c'est ça, je voulais laisser, là. OK, plus foncé, bon, vers le rouge. Oui, OK. Bon, vers le vert aussi. Pas d'inflation, là. T'as pas d'économie, là. C'est pas tellement bon. Sauf qu'il y a une grosse portion là-dedans, il faut quand même l'avouer, là, que la désinflation est créée par la baisse du prix du brut, parce qu'on en a une vraie, là. Oui, bien voilà. Sans l'alimentation des Sans l'alimentation, c'était vert. Ça, c'était clair. On va faire une pause. Oui. On va retrouver à 12h30, on parle de Netflix et du mystère Netflix. Voilà. On fait une pause. Richard Giroux avec nous dans un instant tout de suite. Chaque fois que je parle de ce titre-là, moi, j'ai toujours l'impression que je parle d'une espèce de nuage. Ils sont dans les nuages. Ils sont dans les nuages, oui, effectivement. Mais comme investisseur, j'ai un petit peu de misère avec ce genre de titre-là qui nous joue au yo-yo depuis déjà le début de 2014. Une journée, tu es à 450. 3 jours plus tard, tu es rendu presque à 300. Ça recommence. C'est rendu à 475. Tu redescends à 325.
Expliquez-moi techniquement qu'est-ce qui se passe avec ce On va titre-là. parler de Netflix qui fait la manchette. J'ai préparé un topo, on va avoir l'image à l'écran. Voilà. Alors, Netflix, évidemment, hein, est connu pour sa fameuse série. Alors, la question, c'est House of Cards ou du solide? Hein? C'est un château de cartes, Netflix, ou c'est du solide? Et comme la série marche en bébite. Oui, la série marche, j'avais bien raison. Et comme vous dites, à titre d'exemple, on a eu 2 gaps de 100 points contraires dans les derniers 4 mois. Alors, il faut le faire, là. C'est pas tous les titres qui font ça, là. Bon, 2 gros événements importants la semaine dernière pour Netflix qui attendaient depuis longtemps. Le premier, on va traiter du premier, c'est une décision de la FCC, là, américaine, Federal Communications Commission, qui est comme notre CRTC canadien, en faveur du net neutrality. Alors ça fait de l'Internet, ce qu'ils viennent dire eux autres, il y a un gros débat là-dessus, puis c'est pas fini, que l'Internet est un service utilitaire public. Alors, ceci limite des fournisseurs comme Cass, hein, qui depuis longtemps lui dit les gros consommateurs qui surchargent nos réseaux devraient payer une surcharge. Alors, ça vient un peu empêcher ça. Donc, ça vient limiter les fournisseurs comme Comcast de charger un supplément pour des routes privilégiées. Il faut s'entendre. Il y a toutes sortes d'Internet. Hein? Internet à petite vitesse, comme ils disent, là, puis à haute vitesse, puis tu as des routes privilégiées. Ça, c'est autre chose. Alors, trafic Internet, donne un exemple, le trafic se monopolise, le trafic Internet devient de plus en plus consolidé. Il y a 10 ans, il était généré par plusieurs centaines de compagnies différentes. Ça, c'est sans compter le grand public, là. En 2009, 50 du trafic provenait d'environ 150 compagnies. Et ce même 50 %-là, 5 ans plus tard, provient de 30 compagnies. Donc, en ce moment, là, 50 du trafic, il y a juste 30 compagnies qui monopolisent ça. Donc, évidemment que ça a changé à travers les années. Les perspectives. Plusieurs sources estiment que Netflix est le plus gros générateur de trafic sur le net, pourrait représenter jusqu'à 35 de tout le trafic Internet. On comprend que Netflix là, transporte là, du vidéo, des données à vitesse grand V, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'attendre 3 heures avant que notre film débute. Donc, c'est un défi technologique assez important, d'autant plus qu'ils prennent de plus en plus d'espace. Bon, si on veut, à un moment donné, c'est 35 c'est vraiment gros. Regardez ça, on va comparer ça à YouTube. 14 YouTube, c'est pas petit, ça, là. Il y en a, là, du trafic, là. Bien, il représente seulement 14 Facebook, 3 Puis iTunes, qui est quand même aussi, là, avec toute la musique en ligne, ces trucs-là, présente 2,8 Puis d'ailleurs, si on voit les tuiles en bas sur les répartitions visuelles, là, on voit que Netflix là, occupe, là, le gros là, du trafic Internet. Donc, c'est sûr, pour eux autres, cette décision-là est drôlement importante. Netflix a 57 millions d'utilisateurs. Puis les attentes sont encore plus grandes. Les analystes disent que ça va croître encore. Normalement, c'est là qu'il y a un gros débat. Là. À un moment donné, on atteint une limite, là, on atteint la maturité. Un tel volume d'utilisateurs nécessite ce qu'on appelle un CDN, là, ou un Content Delivery Network. C'est une connexion directe avec les fournisseurs de services Internet. C'est même pas... Tu sais, la connexion, tu te branches dans le mur puis tu passes par ton corps berger. Eux autres, c'est une connexion directe avec les serveurs comme Cass. Puis de l'autre côté, ils disent, bien là, non, tu peux pas nous charger pour ça. Comme Cass, bien là, à un moment donné, il faudra peut-être que je puisse charger. Puis là, bien, la FCC vient dire, non, Netflix a comme un peu raison. T'sais, vous devez fournir ça. Puis... Un service Internet, en réalité. Ben, c'est ça. Mais tu sais, disons que c'est quand tu es un gros consommateur comme ça... Il confirme le statut Internet de Netflix. Oui, bien, en général, que c'est neutre. Hein? Donc, le CDN, là, ça permet au Netflix, puis YouTube, puis Google, ils ne sont pas tout seuls, là, de se brancher directement sur les routeurs de l'entreprise. C'est comme si tu bypasses un peu le réseau public pour arriver direct sur leur serveur. Comme Comcast, puis il y en a d'autres aussi comme Comcast, mais un des gros, c'est Comcast. L'accès optimal, le nerf de la guerre, on s'en doute bien. Hein? Ces connexions permettent l'accès au contenu par des clients d'entreprises comme Netflix en grand nombre, simultanément, avec un minimum de ralentissement de transfert, surtout aux heures de pointe. Parce que c'est ça, un gros défi. Vous installez dans votre téléviseur, vous téléchargez un film, en fait, tu ne télécharges même plus, c'est du streamlining, là, tu le vois. Tu n'as pas envie d'attendre une heure ou bien que ça se fasse saccader. Alors pour ça, là, ça prend plus que la petite connexion Internet de base. Particulièrement important pour Netflix, dû au type de contenu offert qui est très lourd pour le réseau Internet. Les prétentions de Netflix, je voudrais que ça soit évidemment gratuit, on s'en doute un petit peu, pour pouvoir offrir le contenu aux meilleures conditions possibles. Ce qu'ils prétendent, eux,
c'est que il offre simplement du contenu demandé par des clients qui payent déjà pour leur connexion Internet. C'est pas nécessairement faux, ce qu'il dit. C'est qu'on paye tout notre connexion Internet. Fait qu'ils ont dit, bien là, regarde. Oui, regarde, pourquoi Netflix ne fournirait pas le stock gratuit d'abord? Ah! Si on va dans cette réflexion. Si on va dans cette réflexion-là. Ça va avoir un tweet. Mais bon, pas, là. Mais oui, mais c'est ça un peu que... Vous avez raison, ce que vous dites, c'est que, à un moment donné, c'est comme Netflix, mais c'est tout pour nous autres, puis rien pour les autres. Et je me trompe pas, c'est eux autres qui... On avait des audiences au Canada il n'y a pas tellement longtemps. Moi, je me trompe, là, c'est oui, eux autres. effectivement, puis c'est eux autres qui n'ont pas voulu donner leur état financier. Ouais. Puis, finalement, ils ont un petit peu eu gain de cause. Mais tu sais, on voit un peu le style, là. Tu sais, on veut pas te montrer rien, puis regarde, nous autres, on fait la loi, puis tout le danger quand ça vient de certains gars. Ce qui va arriver, on a nous aussi, c'est quand tous les plans. Vous savez comment ça marche aux États-Unis. Quand tu deviens trop gros, tu nous Microsoft, il y a plusieurs années, la loi antitrust se mêle de ça, puis là, ça va faire peut-être encore plus mal. C'est parce que le problème avec le CRTC, c'est difficile pour eux aussi. Je me souviens, j'ai suivi les audiences un petit peu. Tous les fournisseurs Internet disaient, oui, mais Netflix, c'est 40 du trafic le soir. 40 c'est supérieur même aux États-Unis. Oui, effectivement. C'est effrayant. Là. Puis les autres veulent avoir le droit aussi d'avoir de la télévision streamée. Là. Vidéotron, là. Bell, là, maintenant, avec Crave. Puis ils leur demandaient de divulguer leurs informations sur la clientèle, puis ils n'ont pas voulu. Tu sais, quand tout le monde au Canada le font. Ils sont assez spéciaux, puis ils ont une taille aussi. C'est sûr que... Donc, c'est clairement une victoire pour Netflix. Pour le moment, là, ce dernier vote là, par la FCC, c'est une victoire pour Netflix. Elle peut maintenant se plaindre, imaginez, Netflix peut maintenant se plaindre, les pauvres, de pratiques qu'elle considérerait injustes de la part de fournisseurs Internet. Parce que le truc là-dedans, c'est que les fournisseurs vont peut-être quand même tenter de y aller avec des charges. Mais là, ils pourraient se plaindre en vertu du vote qui vient d'être fait par la FCC. Bon, là, comme je disais, reste à voir comment les fournisseurs Internet vont réagir et comment ils vont se comporter. Je pense pas qu'ils vont se laisser faire non plus. Alors, moi, je pense que c'est une guerre qui est pas finie. Là. Ils ont gagné une manche, là, mais d'après moi, c'est pas fini. Puis, à un moment donné, imaginez, tu es un fournisseur comme Cass, parfait, tu as gagné, mais regarde, hop, je me sens enfargé dans ton fil. Comme par hasard. Je m'excuse. On va te rebrancher, ce sera pas long. Donc, c'est sûr, c'est là qu'il pourrait se plaindre. Mais il y a une guerre qui va se jouer entre ces géants-là. Deuxième événement important, bien, vous l'avez dit tantôt, c'est que Netflix a lancé sa 3e saison, la House of Cards, une des séries les plus populaires, qui a catapulté d'ailleurs Netflix à de nouveaux sommets. House of Cards est une série produite par Netflix. N'oubliez pas qu'ils l'ont produit en totalité. Ça a coûté 100 millions produire cette série-là. C'était un énorme succès. Puis le fait unique aussi qu'ils ont innové à ce niveau-là, c'est qu'ils rendent la série disponible tout d'un coup. Habituellement, là, c'est une fois par semaine, puis bon, ici, mais eux autres, là, ils la font, puis là, ils la lâchent d'un seul coup. Ils sont les seuls à l'avoir. Quelques temps après, elle devient disponible ailleurs, sur d'autres sortes de réseaux, mais au début, évidemment, ils sont les seuls à l'avoir. Rétention, attrition, le succès de House of Cards serait plus avantageux pour la rétention que l'ajout de nouveaux clients. Les spécialistes, les analystes qui suivent Netflix disent, c'est beau, mais House of Cards, ça fait juste adresser la rétention. Ça n'ajoute pas des nouveaux clients. Important, la rétention, mais ça prend des nouveaux clients aussi. Puis certains suggèrent aussi des taux d'attrition d'environ 40 Tu sais, ça, l'attrition, là, c'est, oui, tu as des nouveaux clients, mais il y en a qui s'en vont. Alors, ils ont du 40 d'attrition. Puis les deux derniers points, avec une taille difficile de faire croître, puis une compétition inévitable, beaucoup disent que ça pourrait être néfaste pour Netflix. Mais avec Netflix, tout est possible, hein? Knock Knock, c'est pour ceux qui ont suivi la série, c'est le fameux Knock Knock que notre ami Kevin Spacey fait régulièrement sur les bureaux, qu'il fait à la fin de la dernière émission d'ailleurs. Alors, vous êtes plus au courant que moi parce que malheureusement. Oui, je l'ai regardé honnêtement. Écoutez, c'est une bonne série. Il faut donner à César ce qui revient à César. On voit là, le graphique que vous dites tantôt qui vous donne des hauts de cœur, puis vous avez bien raison. Alors, ça monte, ça descend. Et par contre, il n'y a pas trop de ventes à découvert actuellement là-dessus, ce qui était un petit peu étonnant. Oui, ça m'étonne, moi aussi. J'ai vu ça. Vous allez rester avec nous, on répond aux questions. Oui. Tout de suite après la pause. Le temps de répondre aux questions. Parler un peu de Bombardier d'abord, parce que c'est le gros sujet de l'heure. La semaine dernière, rappelons que Bombardier a eu son premier vol, CS-300, a également émis pour plusieurs milliards de titres de dette ou encore d'émissions de titres en bourse. Succès quasi sans précédent. On dit que ce titre-là végète, mais pourtant, quand on a émis les options pour acheter les actions, donc on a vendu, on en avait pour 750 millions, ça a été plus qu'1 milliard. On avait 1,5 milliard d'émissions de titres de dette de premier rang à émettre. On a émis pour presque 2 milliards.
Parce que la demande était là. La question qui nous vient de Roberto, que pensez-vous des billets de premier rang échéant 2018-2025, 5,5, 7,5 respectivement? Y a-t-il un montant déterminé pour investir? Est-ce que vous recommanderiez cet investissement? On pense investir 5 000 $. Je pense que c'est en tranche de 1 000 que ça se vend habituellement, les titres de dette. Je suis pas sûr. Mais ça, vous pourriez vous informer à votre courtier, très certainement qu'il pourra vous... Mais c'est... habituellement, c'est plutôt les grandes corporations qui vont acheter ce genre de titres de dette-là. Je suis pas certain qu'il en reste pour monsieur, madame Tully. Il doit en avoir, là, des obligations moyen terme, là, 2025 de Roberto, mais je vous invite à vous informer auprès des émetteurs d'obligations. Allez voir votre banque, ils vont certainement vous trouver une façon de vous dire combien vous pouvez émettre. Mais habituellement, c'est... je suis pas sûr. Pour les obligations des banques du Canada, par exemple, c'est 1 000 $ minimum, là, quand on veut acheter les bons du Trésor tels quels. Les corporations, c'est peut-être 5 000, par exemple. Je suis pas sûr, ou même 10 000 par Effectivement, comme vous dites, aller vers son courtier, c'est probablement la meilleure décision. Puis là, finalement, la Caisse des dépôts a confirmé qu'il était pour possiblement prendre des positions là. Oui. Ben, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Ça va pas bien en bourse, mais bon, tant mieux si ça va bien sur le plan fondamental en tant que tel avec ces missions-là, parce que, bon, c'est un fleuron québécois, ce serait bien le fun que ça fonctionne. Effectivement. Alors, c'est quand même du haut rendement, là, parce qu'on parle de 6 à 7,4 %. D'ailleurs, ça a été très, très bien là, en termes de vente. Là. Alors, finalement, c'est quand même pas si mal. Bon, prochaine question qui nous vient de Claudel Leblanc de Québec, qui, lui, a sorti une vieille histoire, puis il nous a fait travailler ménage un peu. Parce qu'une compagnie qui a fait faillite en 2004, ça, cette histoire-là, une compagnie de Shawinigan qui avait pour nom Limtech dans les lithiums. Elle a changé de nom pour Litos. L'inverse peut être possible dans ces deux noms, mais en tout cas, je sais qu'elle a quitté la Bourse de Toronto. Il me semble qu'elle a été rachetée par le privé. Hydro-Québec avait même des ententes pour ses batteries au lithium. Je me demande si ce n'était pas RB Energy des côtés récemment. Non, c'est pas la même histoire. Limtech et RB Energy, là, RBI, le symbole en bourse, c'est pas la même affaire. J'aimerais, si possible, retrouver ce qu'elle est devenue et s'il est toujours possible d'y investir et s'il est de retour en bourse. Ça me surprendrait que ça revienne en bourse parce que ça n'existe plus. Non, c'est depuis ça. 2004, c'était délisté et c'est fini. Le symbole est encore là, mais on voit effectivement qu'il n'y a pas d'activité. Puis vous l'avez dit tantôt, c'était acheté par une compagnie du Texas qui est Symbol Mining. Pas clair ce qu'ils ont fait avec ça par la suite. Vous avez dit tantôt, ça avait déclaré faillite en 2004, puis le principal créancier, c'était Metal Industries. Entre autres, là, qui était créancier là-dedans. Puis en juin 2009, Limtech a de nouveau fait une cession de ses biens devant Raymond Chabot. Et c'était Ressources naturelles Canada qui était un des créanciers là-dedans, puis la Société de développement de Shawinigan. Puis là, ben, on ne connaît pas là, quel était l'agenda de ces gens-là à ce moment-là, mais malheureusement, ça a disparu du radar. Il demandait aussi dedans si on pouvait lui suggérer des titres. Bien évidemment, moi, ce que je dis toujours, surtout que c'est pas évident de trouver des titres, là, d'aller vers des ETF. Il y en a un intéressant qui est LIT, L-I-T, qui est Global X Lithium. Donc, c'est gros, hein, évidemment, beaucoup de composantes là-dedans. Le titre va relativement bien dernièrement. Bon, si on le prend sur un plus long terme, on s'entend que depuis 2011, ça a drôlement chuté. Pas bénéficié là, de la reprise des marchés. Sauf qu'en jour, là, on a eu une petite ascension à partir d'un support aux environs de 11 $. Il est rendu à 12 $ dans l'espace de quelques mois. Et aussi, il y a Western Lithium Canada. Ils ont aussi un pendant américain, là, mais j'ai trouvé le titre canadien. C'est pas nécessairement gros en termes de volume, mais il y a eu toute une montée récente. C'est récent, là. Regardez, ça, c'est en date, là, ça fait une semaine. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais on est passé de 52 sous à un sommet de 80. Alors, je ne sais pas si vous avez de l'information de votre côté. C'est ça, j'allais voir. C'est peut-être pas évident. Alors, graphiquement parlant, c'est bien. Évidemment, bon, ces genres de montées spectaculaires-là, ça peut revenir vite aussi vers le bas. Ah, mais c'est leur première production en Allemagne, qui est de qualité pure de lithium. C'est pour ça que ça a bien fonctionné, là. Ben, on appelle ça de haute qualité, là. OK. Bien, techniquement parlant, c'est bien. Regardez, ça les met aussi à un niveau intéressant. Évidemment, je pense qu'il faudrait qu'ils dépassent
dépasse le 1 là, pour vraiment commencer à s'y intéresser puis penser que ça peut avoir une bonne progression. Sinon, il n'est pas cher, évidemment, c'est un penny stock, donc il faut faire attention. Et sinon, bien, comme je disais tantôt, c'est le fameux ETF, là. Moi, puis d'ailleurs, là-dedans, là, dans l'ETF, à LIT, là, vous avez des compagnies comme Johnson Controls, Samsung SDI, Des gros. Tesla. Oh, intéressant. Ben oui, les batteries. Hein? Les batteries, Ben, Advanced Lithium, Western Lithium est déjà dedans. Ils sont dedans. Il est déjà dedans. Avalon Rare Metals, Galaxy Resources, Avalon... C'est peut-être la meilleure chose. Je parlerais peut-être la meilleure chose, c'est ça. Parce que là, c'est ça. Tu risques pas de te retrouver comme une petite compagnie comme Limtech, qui à un moment donné, va disparaître. Là. Un ETF, même s'il en meurt un dans l'ETF, ils vont le remplacer, ils vont le balancer. Donc, c'est peut-être la meilleure chose. LIT, à retenir, Claudel. Merci beaucoup de nous avoir écrit. François Rivet qui nous écrit, il dit pouvez-vous nous rappeler quelle devrait être la proportion de chacun des titres de votre portefeuille de référence? C'est le fameux portefeuille de Tante Alberta, de Michel Nadeau, XU, QQQ, X... attendez un petit peu. Meilleur que moi là-dessus. Là. Je vais aller le rechercher. Mais en tout cas, de toute façon, la proportion est bien facile à comprendre. Il faut, au niveau international, 25 les obligations, 25 Canada avec XU, 25 et aux États-Unis, il y en a 2 ETF, dont QQQ, parce que là, Michel nous avait dit à l'époque qu'il serait peut-être mieux de prendre donc moitié QQQ et moitié un autre ETF. Je vais aller vous le chercher d'ailleurs de toute façon tout à l'heure avant la fin de l'émission. Je pense que vous l'avez sur le site aussi. Oui, je l'ai mis sur le site. Je l'ai mis sur le site de ma page Facebook dont on s'investit. Et là, c'est 12,5 chacun pour représenter 25 au total. Donc, c'est 25, 25, 25, 25. Alors, 4 fois 25 un quart, un quart, un quart. Et l'année dernière, on a fait le calcul, Michel et moi, la semaine passée, après les résultats de la Caisse de dépôt, on a bien ri encore une fois. Caisse de dépôt, 12. Et le petit portefeuille de 5 titres, en réalité, 13,4. Ah! Encore une fois. 13,4. Attends, Michel a battu la Caisse de dépôt. Et voilà. Jean de Sorel-Tracy qui nous écrit, dans l'éventualité d'une hausse de taux d'intérêt, si vous aviez 50 000 à investir, pourriez-vous me suggérer 3 secteurs à prioriser en tenant compte d'une possible correction boursière de 15 à 25 durant le courant de l'année? J'avais pensé aux exemples suivants. Services financiers, santé, techno, qu'en pensez-vous? Connaissez-vous une compagnie américaine qui pourrait être profitable dans le secteur de la santé? Écoutez, moi je vois avec des ETF. Encore une fois, je le répète, quand on n'a pas une compagnie en particulier, c'est génial, les ETF, pour ça. Là. Alors, vous allez ramasser... Puis il y a du pendant canadien, là. Je ne savais pas si c'était US ou canadien, mais il y a du pendant canadien. Donc, XLF, bien, c'est le secteur bancaire. Regardez, ça va très bien, évidemment, l'ETF. Là. Écoutez, ça n'a pas performé comme les marchés. Hein? Quand ça va très bien, tout est relatif. Là. Le creux 2009, là, on n'a jamais repris, là, on n'a jamais revenu au sommet de 2008. Sauf que petit train va loin, comme dirait ma grand-mère, et ça monte constamment. Cet ETF-là, là, depuis déjà quelques années, sur tous les horizons de temps. Bon, peut-être attendre un petit peu là, en ce moment, parce qu'on a un petit mouvement de côté, peut-être attendre qu'il dépasse de 25 mais en théorie, si on se fie là, à ce qu'on voit ici, ça monte. Maintenant, il y avait aussi la santé. Bien, la santé, c'est XLV. Oui. Encore là. Souvenez-vous, en 2013, on a fait une émission ensemble. On avait dit que la santé aux États-Unis, c'était winner. Ça, c'est en 2013. Oui. Et regardez, depuis ce temps-là, ça a été une montée fulgurante. Donc, encore là, écoutez, regardez, ça monte, ça n'est épeurant. Là, on sait très bien ce qui se passe du côté américain au niveau de la santé. Peut-être un peu plus cher, même, 72 Tantôt, notre XLF était, lui, à 24 donc pas mal plus intéressant. Mm-hmm. Puis au niveau de, évidemment, technologie, bien, c'est sûr qu'on va aller avec le Q. Hein, c'est une façon rapide là, de ramasser le Nasdaq. Ou ça va être plus précis un petit peu, c'est XLK, qui est le secteur des technologies. Puis encore là, 43 donc pas si mal. Et encore là, regardez, très belle poussée. On l'avait analysé ici à l'émission. Il était dans un rectangle qui a duré plusieurs années. De 2002 à 2012, il a percé en 2012 et depuis ce temps-là que le titre va bien. Et du côté canadien, il y avait, je pense que c'était ZEG, si je ne me trompe pas, qui est... Ou c'est-tu... XEG? Oui, ça c'est dans l'énergie. Pour l'énergie, c'est ça. Bien, il y avait côté américain, XLE, et côté canadien, on a ZEG,
qui est un ETF du côté de l'énergie. Et regardez, les composantes sont ici, là, donc des gros joueurs là-dedans, Suncor, Canadian Naturals, Cenovus, alors des gros noms. Mais habituellement, quand on parle de titres sensibles au taux d'intérêt, là, on va aller vers les titres qu'on dit défensifs, parce que c'est eux qui, habituellement, vont contrecarrer les hausses de taux d'intérêt. Je pense, entre autres, à des titres dans les télécoms, les pharmacies, les services publics. Eux sont peut-être, ils réagissent moins rapidement et moins fortement que dans le secteur. Alors, ce serait peut-être une idée. Jean Coutu, par exemple, ici, au Québec, ou encore, là, Shoppers n'existe plus, là, c'est avec l'autre. Jean Coutu, c'est quoi, là? Souvenez-vous du symbole? PJC. PJC. Pharmacie Jean Coutu. Oui, on l'a ici, on l'a ici. Ah, qui va très bien. Il va extrêmement bien. Il fait longtemps que je n'avais pas regardé. Moi, ça va très, très bien, hein, Jean Coutu. Merveilleux. Oui, effectivement. Et une question qu'il posait aussi, ça, c'est un peu plus tricky, là, c'est des titres, mais aussi des titres qui pourraient résister à une correction de 15 à 20 Là, ça devient un petit peu plus de sport. Le truc là-dedans, dépendamment des connaissances de notre auditeur, s'il s'y connaît en options, tous les ETF que j'ai donnés tantôt, évidemment, sont tous optionnables. Donc, à un moment donné, si on a l'impression que ça va virer de bord, on peut toujours sortir de la position, là. Mais on ne veut pas sortir de la position, bien, on peut protéger ça avec des options. Mais là, il faut savoir quand même ce qu'on fait. Mais à part des options, il n'y a pas bien de façon, quand ça... On va en 2008, ça a corrigé solide, tout corrige. Il n'y a pas un secteur qui résiste ou à peu près pas. Donc, alors, il faut faire attention. Puis, moi, les corrections de 15 à 25 de la misère avec ça, moi, là. Je commence à avoir de la misère. Ça commence à des grosses corrections, ça, là. C'est alors, pas... Quand tu dis, là, tu prévois déjà un bear market pour l'année 2015, j'ai un petit peu de misère avec ça, là. Oui, effectivement. Bon, j'espère que ça répond à votre question, Jean. Sinon, bien, vous pourrez toujours nous écrire, puis ça nous fera plaisir de mettre un complément de réponse là-dessus. Bon, pour les 4 titres, peut-être on pourra les fabriquer, là, si M. Paul en sent le désir. Il y en a 5 titres. D'abord, vous avez XU qui représente le S&P TSX 60. Lui, l'année passée, il a fait 9 XSP, qui lui est le S&P 500 couvert. Il est couvert face à la devise canadienne. Bien performé aussi. Par contre, le QQQ, lui, est non couvert. Donc, vous avez XSP qui nous a fait quand même non couvert. Un couvert, c'est-à-dire 13 et QQQ nous a fait un 28 parce qu'il n'était pas couvert face à la devise canadienne. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a laissé non couvert. Par contre, si on parle des 500, est-ce qu'on devrait aller plus vers le SPY ou... Non. Moi, j'ai pris celui qui était négociable ici au Canada. Là. Le seul titre américain que j'ai pris, c'est QQQ. Après ça, vous avez international, à l'exception des États-Unis, XIN. C'est 1,7 cette année. XIN, 100% hedgé. C'est ça. Lui est hedgé, lui aussi. Il va bien aussi, lui. Et XSB, c'est le dernier. Ça, c'est les obligations court terme. Alors là, c'est ça le portefeuille. Alors, XU, XSP, QQQ, XIN, XSB, et vous avez 13,4 quand même. Non, puis ils vont tous bien de façon générale, à part le dernier qui est trop. Mais voilà, ben là, c'est des obligations court terme. C'est pas payant. Merci, M. Paul. Merci à vous. À demain, tout le monde.